Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Maïté Ousseni. Bonjour Maïté. Bonjour Pauline. Alors Maïté, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à la teinture végétale? D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Maïté Ousseni, je suis designer textile avec une spécialité dans la teinture naturelle et je suis aussi consultante pour des projets de mode éthique et durable en lien avec l'Europe et surtout avec l'Afrique de l'Ouest. Qui m'a formée au tout début, c'est Betty de Paris. Elle s'appelle Betty Goldberg, mais son nom d'artiste, c'est Betty de Paris. Donc, c'est avec elle que j'ai fait mes premiers stages d'initiation à la teinture naturelle. Et puis après, j'ai fait des formations professionnelles en cuve d'indigo japonaise, donc avec le sukumo, par fermentation bactérienne. Mais là, pour parler plus de mon parcours, j'ai étudié les arts appliqués à Sèvres, dans la région parisienne. J'ai fait un BTS aussi en métier de la mode et du vêtement à Paris, donc plus prêt-à-porter féminin. Et ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art en artisanat textile, option artisanat numérique. Et c'est vraiment dans cette formation que j'ai eu mes premières... indirectement, une première rencontre avec la teinture naturelle. C'était par le biais d'un atelier. Il y a une intervenante qui était venue pour nous faire découvrir des techniques de design textile artisanal. Et on a expérimenté des techniques de motifs par réserve. Donc, il y avait le shibori, l'Itajime shibori, l'arashi shibori. L'arashi shibori. Et vraiment, j'ai été... surprise, je suis tombée amoureuse des motifs, j'ai juste adoré. Par contre, les couleurs qu'on utilisait, dis-nous, les couleurs chimiques, rose fluo, jaune fluo, vert fluo, un peu moins. Et puis, c'était la première année de ce DMA, il fallait réfléchir à trouver un stage, il fallait réfléchir aussi à son projet de diplôme. Et là, j'ai eu un peu un coup de cœur. Donc, par le biais de cet atelier, je me suis documentée. Et puis, je suis un petit peu remontée aux origines de ces techniques. Et forcément, je suis tombée sur les artisans du Japon, sur les Dogons du Mali qui font beaucoup d'indigo, avec des techniques de motifs par réserve qu'on appelle le Cirili là-bas. Et donc, du coup, je me suis intéressée par le biais de l'indigo encore. J'ai découvert le travail d'Aboubacar Fofana. J'ai découvert le travail de Betty de Paris. Et j'ai commencé à les contacter, les deux, pour absolument obtenir un stage avec eux. Ce que je n'ai pas réussi. C'était un peu compliqué. Aboubacar, j'ai appris qu'il n'était plus à Paris, qu'il était définitivement au Mali. Et Betty, elle avait juste pas voulu à l'époque. Donc j'étais assez déterminée, donc je les ai pas lâchés, on va dire, les deux. J'allais aux expositions de Betty, je lui disais cette fois si tu veux bien, et cette fois si tu veux bien. Non, mais du coup, j'ai fait un stage d'initiation avec Betty. Et puis, voilà. Et en fait, en deuxième année de DMA, je m'étais présentée à un programme, le programme Voyager pour apprendre les métiers d'art, de la Fondation Culture et Diversité, qui permettait à des étudiants des métiers d'art de partir 4 mois, tout financé dans un pays de leur choix, pour approfondir ou découvrir une technique de leur choix.
Donc, du coup, j'avais réussi à rencontrer Aboubacar Fofana à Paris et je lui avais demandé, il était plutôt partant pour m'accueillir à Bamako. Et finalement, il n'a pas pu. Donc, j'ai cherché une coopérative de femmes à Bamako, une coopérative de teinturières à l'Indigo. Et, et en fait, c'était super parce que j'ai été sélectionnée dans les 6 lauréats pour partir, pour faire cette expérience-là. Donc, je suis partie, c'était 4 mois de stage, mais j'ai décidé de rester 6 mois pour avoir un peu la possibilité de rencontrer d'autres artisans. Et l'expérience dans cette coopérative s'est pas spécialement bien passée parce que je suis arrivée toute naïve. Et en fait, c'était pas de l'indigo naturel, c'était complètement shake. Et ça se faisait passer pour du naturel. Donc, j'étais un petit peu j'étais déçue, quoi. J'étais déçue. Mais par contre, j'ai réussi à apprendre beaucoup avec les artisans qui font le sirili, donc c'est-à-dire le shibori, les techniques de motifs traditionnels. Donc voilà, j'ai quand même eu des échanges. Et puis maintenant, c'est un artisan avec qui je continue à collaborer, donc c'est génial. Et voilà, quand j'ai fini ces 4 mois là, un petit peu tristounettes, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes collaborateurs, Thomas Gassama, sur une belle colline de Bamako, magnifique, qui s'appelle la colline de Lassa. Et c'est là que j'ai découvert la technique du bogolan. D'accord. Et là, pour le coup, tout était naturel. J'ai visité tout l'atelier, j'ai vu tous ces bacs de fermentation, d'argile, ces bacs de teinture naturelle enrichis de plein d'intrants naturels comme de la cendre, comme des morceaux de fer, enfin. Et cette personne a été super accueillante et m'a dit: «Mais à partir d'aujourd'hui, si tu veux, tu viens tous les jours pour apprendre le bogolan». Il m'a jamais rien demandé, il m'a tout donné, donc je suis très reconnaissante. Et donc pendant 2 mois, j'étais avec lui à apprendre cette technique. Et le Super. bogolan, c'est une technique de teinture naturelle et traditionnelle du Mali. C'est une technique qui est associée à l'ethnie Bambara, mais qui aujourd'hui est largement pratiquée par plein d'ethnies. Et c'était des tissus qui étaient très utilisés par les chasseurs avant. Puis maintenant, c'est utilisé par tout le monde. Et le principe, c'est de baigner son tissu de coton dans un bain de Ngalama. Donc, c'est l'Anogeus leiocarpus. C'est un bouleau africain qui est super riche en tanins. Et donc, là, ce tissu euh, devient jaune. Et par-dessus cette couleur, on vient appliquer différents dessins, symboles, soit à la main levée, soit à l'aide du pochoir, avec d'autres teintures végétales. Donc, on utilise beaucoup le NPQ, qui est l'Anea microcarpa, c'est un arbre à raisin. Il y a aussi l'acacia, il y a le kangara, qui est le Combretum glutinus peroté. Et puis, il y a donc le bogo. Et donc, le bogo, ça veut dire argile. Elle vient du fond du fleuve Niger. Donc, en fait, on va à côté du fleuve Niger, on demande à des porteurs de sable, ceux qui prennent le sable pour les constructions, de dire: «Bon, est-ce que tu peux me prendre un petit peu de bogo, s'il te plaît, et à la bonne saison?» Et puis, il y va, il plonge, incroyable, et il te ramène de cette argile. Et cette argile, elle est riche en fer. Donc, finalement, ça crée des attaches. Et ça se fixe très bien, c'est un mordant, quoi. Donc les parties qui ont cette argile deviennent noires et se fixent très bien. Tandis que les autres, dans un usage traditionnel, ça convient très bien, en fait. Souvent, c'est des tissus qu'on lave pas, c'est des tissus qu'on frappe. On enlève la poussière. Et en plus, souvent, les boubous, c'est des vêtements très amples, donc ça circule, il n'y a pas besoin spécialement de les laver. Cependant, quand le bogolan arrive dans un marché de mode international, là, ça pose des problèmes pour le consommateur
qui va lui vouloir le laver en machine, ce qui est déjà pas très recommandé pour des teintures naturelles, plus à la main, mais quand même, juste le Ngalama comme tanin qui va servir de fixateur est pas suffisant. Donc là, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille avec les artisans pour permettre d'ouvrir des nouveaux marchés et donc de compléter ce mordançage. D'accord, OK. Franchement, je te coupe là parce que tu as déjà dit plein de choses intéressantes sur lesquelles je voulais, notamment qu'on revienne. Donc merci d'avoir, plus raconté le Bogolan parce que j'avais pas toutes ces infos et ces anecdotes. Tu as parlé de plusieurs choses dans ton parcours où j'aimerais bien qu'on fasse des petits points. Tu as parlé d'artisanat numérique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'artisanat numérique? Parce que j'avoue que là, ça me parle pas Bah, trop. c'est le terme qu'on utilise là-bas, mais finalement, c'est assez simple. C'est que on développe, on crée des ponts entre voilà, le dessin traditionnel, le dessin vectoriel, par exemple, Photoshop, Illustrator. Donc, par exemple, on peut retranscrire, transposer des dessins en numérique, en digital, sur D'accord. Illustrator. Et puis, en fait, on peut créer nos outils grâce à ça. Donc, on peut créer des pochoirs, on utilisait du coup la découpeuse laser, l'imprimante 3D pour façonner nos projets. D'accord. Par exemple, pour créer un support de moulage, on pouvait passer par la modélisation 3D et imprimer cette forme avec l'imprimante 3D et la travailler en textile ensuite. Donc, D'accord. c'était vraiment des va-et-vient entre les nouvelles technologies et l'artisanat traditionnel. D'accord, donc ça, c'était ma première petite question. Ensuite, tu as parlé donc de toutes les formes et tous les styles d'impression, enfin de teinture par réserve, enfin de motifs par réserve. Est-ce que tu peux revenir sur chacune d'entre elles parce que tu es allé super vite? Est-ce que ça, là-dessus, tu peux nous redétailler un petit peu ce que tu as dit dans ton parcours? Oui, bah, pour les teintures à réserve, du Mali, bah, c'est ce qu'on connaît avec le terme japonais shibori. C'est, le fait de venir, plier, coudre, nouer, ligaturer, compresser aussi, le tissu pour créer des zones où, la teinture ne parviendrait pas à s'infiltrer et une fois que finalement, c'est une sculpture, ça devient une sculpture, c'est un volume qui est très beau attaché, après le bain de teinture, quand on le laisse sécher et qu'on va ôter ses fils, il y a des motifs, écrus qui apparaissent et qui créent des motifs, moi qui me touchent beaucoup. Les réserves sont pas spécialement blanches, si on vient teindre le tissu avant dans une couleur, mais en tout cas, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, tie and dye, finalement et heu et au Mali, ça se dit Sirili. Cyrilie, j'avais noté, je savais pas. OK, super. Donc, tu as cité 2 personnes, donc, Aboubacar Fofana qu'on m'a plusieurs fois cité et Betty de Paris, pareil qu'on m'a cité. Il faudrait que je la contacte, en effet. Je voulais voir avec toi, du coup, aujourd'hui, tes activités, donc si je comprends, c'est donc dans tout ce qui est teinture naturelle, mais tu as quand même une volonté de développer, les techniques de Bogolan à l'international, si je comprends bien? Oui. Alors, là, je travaille sur le Bogolan, mais c'est pas que le Bogolan. Moi, mon objectif, c'est de, cibler des techniques, traditionnelles textiles d'Afrique et hem et de les revaloriser et de les préserver. Parce que Ouais. finalement, ce qu'on remarque quand on va, bah, moi, je suis allée au Mali, enfin pas qu'au Mali, mais j'y ai vécu quand même 3 ans, c'est que, la jeunesse n'est plus intéressée pour faire ça. C'est trop traditionnel, on veut de la modernité, on aime les wax, on rejette ça et moi, quand j'étais dans cette coopérative, il y avait aussi des jeunes, femmes qui me voyaient avec les mains dans la cuve à faire tous ces travaux,
qui sont sales et puis ils disent que les culs d'indigo, ça pue. Moi, j'adore. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Et puis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de traditions orales. Il y a beaucoup de choses qui ne s'écrivent pas. Nous, en Europe, on a quand même la chance d'avoir plein de manuscrits. Si on a envie de se mettre à la teinture végétale, bah, toi, tu le fais. Il y a plein d'ouvrages à conseiller, à consulter. Tandis que, bah, par exemple, au Mali, non. Alors, en fait, je trouve que c'est préoccupant parce que bah, les modes de consommation changent. On veut revenir à l'artisanat, on veut revenir à des pratiques durables. Et finalement, l'Afrique a une réponse énorme face à ça. Et donc, il faut valoriser ces tissus. Il faut travailler au renforcement de capacités pour permettre à ces tissus d'arriver sur le marché international. Et donc, il n'y a pas que le Bogolan. J'adore prospecter sur toutes les techniques, vraiment une enquête. Et je passe des semaines, des fois, à faire ça, à trouver des artisans, à trouver leurs contacts, à les appeler, à trouver des fédérations, à trouver des groupements pour savoir si la production se fait encore. Et essayer de proposer ces projets à mes collaborateurs, parce qu'il y en a différents. Et, et donc voilà, donc c'est pas que le Bogolan. D'accord. Et alors, Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment de connecter avec plein d'artisans, mais pas que en Afrique. Mais du coup, c'est aussi ça mon travail de consultante, c'est mon réseau. d'accord. C'est mon réseau. Alors, oui, excuse-moi, il y a un problème de réseau, du coup, on est un petit peu en décalé, mais du coup, Maïté, je voulais te demander, donc super transition, mais sur, voilà, que tu présentes ton activité d'aujourd'hui, où tu es basé, depuis quand tu as créé ton activité, etc. Et que tu nous parles de cette vie un peu d'entrepreneur, mais avec toutes ces attaches, tu vois, africaines, ce que tu fais, tu dis, tu as parlé beaucoup de projets en Europe, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que tout ça, tu peux nous le raconter, comment ça se passe pour toi? Oui. Du coup, après cet échange que j'ai fait au Mali pendant 6 mois, je suis revenue un petit peu déboussolée de nos modes de production à nous. J'étais très touchée d'avoir été connectée vraiment. J'avais l'impression que j'étais connectée à l'origine des choses, ce qu'on fait vraiment avec les mains, avec oui, l'artisanat. Du coup, je suis repartie. Je suis restée quelques mois à me poser des questions, puis je suis repartie et je me suis dit, cette fois-ci, je prends mon sac à dos et je vais parcourir un petit peu les zones où je peux aller, où je peux me permettre d'aller au Mali, parce qu'il y a une situation politique assez compliquée, donc il faut faire attention. Et puis, j'ai prospecté, je me suis fait un réseau pendant quasiment 3 mois. Puis j'ai récolté des échantillons auprès de pas mal d'artisans, de groupements, d'associations. On a développé des prototypes pour voir si des idées que j'avais pouvaient se retranscrire avec les techniques. Des fois c'était possible, des fois c'était pas possible. Et donc, finalement, je me rendais pas spécialement compte, mais je me suis rendu compte à un moment que j'étais en train de créer une chaîne de production. Et, je me suis fait remarquer, oui, par une agence de mode éthique qui avait aussi des initiatives au Mali. Elle s'appelle Ethical Fashion Initiative et c'est une agence des Nations Unies. Donc, ils font beaucoup de projets de développement liés aux techniques textiles traditionnelles et ils mettent en contact des communautés d'artisans avec des clients, des grands clients de la mode internationale, haut de gamme, du luxe. D'accord. Donc, à partir de là, moi, je suis revenue du Mali et je me suis rendu compte que c'était bête parce que l'indigo, ce qui m'avait fait venir au Mali, c'était un savoir-faire quasiment perdu. Il y a Aboubacar qui en fait, mais bon, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui fait des formations aux États-Unis. C'est difficile de le rencontrer.
Et donc, je trouvais ça dommage, mais pourtant, il y avait toutes les matières premières à disposition pour, pour faire des cuves d'indigo naturelles. Et c'est juste que, voilà, les colorants de synthèse, ils ont fait oublier des parties des recettes. Alors, il y a des ingrédients vraiment de la cuve traditionnelle que les artisans continuent à mettre, mais ils n'arrivent plus à avoir du bleu sans rajouter ces pigments synthétiques, quoi. Et puis voilà, donc c'est des cuves à l'hydrosulfite, à la soude caustique, puis en fait, il y a pas vraiment de station d'épuration, donc c'est rejeté dans les caniveaux, c'est désastreux. Ouais. Donc je suis revenue en me disant: «Bon, bah, je dois comprendre comment au Mali, je pourrais remonter des cuves d'indigo, naturelles». Et donc Betty de Paris, à ce moment-là, elle donnait une formation professionnelle de plusieurs semaines, sur, les cuves d'indigo à fermentation bactérienne. Donc du coup, je l'ai suivie et puis ça m'a donné, pas mal de clés pour essayer de croiser ces différents savoir-faire. Dire: «OK, bah, quand je vais revenir au Mali, je vais transposer ces techniques avec les ingrédients, à disposition» et essayer de former, les artisans, avec qui, je travaillais, notamment, Thomas Gassama qui faisait du pogolan. Bon, bah, où je suis, il y a eu le covid entre-temps, donc mon départ, il a été, décalé à plusieurs mois et j'avais décidé d'y retourner, mais cette fois-ci, d'aller y vivre et de monter mon entreprise. Donc j'y suis retournée. J'ai créé un GIE, un groupement d'intérêt économique avec plusieurs artisans. Ce GIE, s'appelait, Maota Studio et avait, pour but, de fédérer différents, artisans de la filière textile, autant hommes que femmes, pour créer au final du design textile, des œuvres d'art, du linge de maison, avec du coup mes designs parce que je voulais pas reprendre, les motifs traditionnels parce que je considérais que ça m'appartenait pas. Mais je voulais, utiliser les techniques surtout, les matières premières pour, proposer un univers, nouveau. Donc voilà, il y avait des femmes à Ségou qui faisaient la filature à la main, donc on appelle ça le fil falais, magnifique. Il y avait beaucoup de tisserands peu, la Bamako, qui faisaient donc les petites bandes, les grandes bandes. Il y en avait d'autres, encore à Ségou qui faisaient des tissus sur grand métier, d'une laisse de 120. Donc après, il y avait donc mon collaborateur Thomas pour, le Bogolan et puis, je me suis rendu compte que, peut-être que ça demandait vachement de recherche et de développement pour l'indigo. Donc, là, dans une logique de business, de production, il fallait que je mette ça de côté l'indigo en me disant: «Bon, bah, là, on se concentre sur le Bogolan parce que ça là, c'est beaucoup plus certain». Mais, mais voilà, j'ai quand même, initié pas mal, de projets, au Mali. En fait, l'indigo, que je me faisais, venir, il vient du pays d'Ogon, des falaises, de Bandiagara, magnifique. Mais en fait, ça devenait, trop risqué, malheureusement pour les habitants qui allaient récolter ces plantes parce que il y avait trop de djihadistes. Du coup, c'était trop risqué pour eux. Donc en fait, je voulais plus leur demander d'aller me chercher de l'indigo. Donc on a fait on a, avec un agriculteur, que j'ai rencontré, Abdoulaye, on a réussi à avoir pas mal de graines d'Indigo ferra recta. Donc c'est la plante, indigo locale et on a, cultivé de l'indigo à Kati, à quelques kilomètres de Bamako. Donc ça, c'était le projet, c'était un des projets, en parallèle de développement. Donc voilà, donc on a développé, un peu de production, de l'échantillonnage. Entre-temps, j'ai postulé à plusieurs programmes avec Ethical Fashion Initiative. Je suis rentrée dans le Venture Studio, qui est des sessions de coaching avec des incubateurs pour développer bien son business model.
Et ensuite, j'ai passé un autre, un autre concours et je suis rentrée dans le FI accélérateur West African Creative. Donc là, c'était quasiment sur 2 ans, c'était super intensif, c'était vraiment sur la collection. Il y avait pas mal de professionnels qui nous coachaient, c'était génial. Et, et, mmh et malheureusement, j'ai eu un accident assez grave juste quelques mois plus tard. Et en fait, après cet accident, j'étais absolument plus apte physiquement ni psychologiquement à travailler. Et avec la situation politique sécuritaire, je pense que c'était un peu la goutte d'eau, quoi. Donc en fait, je suis partie en Italie. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'habite en Italie avec mon compagnon qui est italien. Et du coup, je suis allée pour me reposer et en fait, voilà, la situation politique est devenue de plus en plus catastrophique et il y a eu un embargo total pendant des mois. Donc il y avait même plus la possibilité de voyager, de prendre un avion, d'y retourner. Et puis, mes partenaires des Nations Unies, ils m'ont dit: «Bah, on est désolé, on ne peut plus, envoyer il y a plus de paiement possible avec cet embargo». Donc ça a été un peu une grande remise en question. J'ai été un peu forcée de tout recommencer à zéro et de me dire: «Bon, on recommence différemment» et puis peut-être que c'était pas plus mal. Avec le recul, je me dis que c'était, un peu forcé, mais que c'était, le la bonne décision à faire, un Et peu du se coup, tu préserver. Mmh. as tout repris, à 0 donc depuis l'Italie, donc c'est là où tu es basée aujourd'hui? Oui, oui, Et donc du coup oui, ouais, vas-y. je suis dans l'Emilia-Romagna, à côté de Reggio Emilia. J'ai mon laboratoire, là-bas et je recommence donc à travailler en tant que plus consultante, donc design textile, consultante pour des projets de mode éthique, et durable. Mais je touche pas en ce moment, ça fait 1 an et demi, je touche pas à la teinture. Moi, vraiment, j'ai fait beaucoup de récoltes parce que j'avais envie d'étudier un peu les plantes du bassin méditerranéen, les plantes tinctoriales européennes, parce que j'ai beaucoup étudié les plantes, d'Afrique de l'Ouest et donc là, depuis septembre, j'ai recommencé, à travailler en ayant une idée très claire, en me disant: «Bon, j'ai laissé quand même pas mal d'investissements au Mali, je vais aller les récupérer, mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt mon réseau qui peut me servir». Donc j'avais commencé à semer des graines, au début de cette expérience au Mali. J'avais contacté quelques marques parisiennes, avec lesquelles je pouvais avoir des synergies. Puis en fait, elles m'ont recontactée, en septembre en me disant, «On fait un projet». Du coup, ça m'a permis de 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 me réconcilier avec le Mali finalement. De me réconcilier D'accord. avec le Mali. Donc là, cette marque, on peut la citer parce que, je les félicite, pour, je les félicite pour leur courage, pour leur envie de faire bouger les choses, dans le milieu de la mode. C'est, la marque Panafrica, c'est une marque, parisienne, ils se sont fait connaître pour des chaussures avec des tissus, wax et des matériaux assez, durables et ils ont une production qui est quasiment exclusif, en Afrique et puis, finalement, ils avaient envie de se tourner, vers des tissus qui étaient encore plus africains, et donc cette technique du bogolan, ils étaient, très curieux et donc on développe un projet, avec, un artisan de mon réseau qui a Djenné et donc qui fait du bogolan et on développe, une collection, une édition limitée, une collection capsule, d'écharpes où je développe les designs et comment dire? Je développe les designs de manière à ce que ça soit faisable avec la technique du bogolan. Donc ça demande une connaissance de la technique, des gammes colorées, de qu'est-ce qui est possible de faire, de pas faire,
Donc moi, je développe les pochoirs, on envoie tout là-bas, je donne les cahiers techniques. Et puis après, je coordonne tout le projet jusqu'à réception des produits à Paris. Donc cette collaboration, c'est un peu un challenge parce que Djenné, c'est une zone où moi, j'ai complètement pas le droit d'aller. Je peux pas passer un barrage. On me dit: «Vous retournez à Bamako, madame», mais ça va pas à la tête. Donc c'est un challenge, mais j'en suis fière parce que, il y a vraiment des artisans talentueux au Mali et ils sont victimes de la situation, politique, hein, qui se passe là-bas et puis il y a plus de touristes depuis des années et en fait, ils sont mis à mal et donc j'essaye de voir comment on peut, continuer à collaborer dans des zones où on ne peut pas aller, on ne peut pas aller les visiter et heu et donc ça, c'est un challenge, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on y arrive, on y arrive. Ouais, Donc ça va d'accord être et un donc beau projet, qui sortira en octobre d'accord. donc je vous invite à tous à aller voir, cette collection capsule Panafrica, heu, avec donc ce Bogolan du Mali et cet atelier qui s'appelle Mali Mali de Alpha Moye et Coumaré. Et du coup, Maïté, dans tes partenaires, donc du coup, tu nous as expliqué ton réseau, puissant, au Mali. Est-ce que tu as d'autres partenaires, du coup, hem, en Italie ou du coup, bah, plutôt, dans plusieurs pays, toi, vu ton histoire? Mais alors du coup, voilà, je voulais savoir pour tes partenaires, et puis pareil, partenaires, ça peut être, aussi tes fournisseurs de matières premières, de tissus pour tester et cetera. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton écosystème, en Europe et en Afrique, du coup? Oui, alors donc, je dirais qu'il y a plusieurs, catégories, oui, de partenaires. Il y a plus, les projets que je fais, qui sont plus donc développement et mode. Donc on va dire qu'il y a des projets en cours avec cette agence, qui s'appelle Ethical Fashion Initiative. Et il y a des projets qui vont continuer en Afrique de l'Ouest, pas au Mali, mais, au Bénin et au Burkina Faso. J'en dis pas plus. Donc ça, c'est un grand partenaire. Il y a cette marque Panafrica, je pense, avec qui on pourra continuer à faire des projets. Il y a, il y a pas mal de marques, milanaises puisque je suis en Italie. Vraiment, des stylistes, africains, qui sont très sensibles justement à cette démarche et qui ont envie de participer à valoriser ces textiles. Il y a comme partenaire, bah, j'ai, j'ai été formée aussi par, Alessandro Butta, qui est un maître teinturier, italien, heu, durant une, résidence artistique que j'ai fait à Spoleto, l'an dernier, qui était en collaboration avec, la fondation Fendi et l'Ethical Fashion Initiative et la Malheur et Lewitt Studio. Du coup, j'ai fait une partie de cette résidence, dans l'Hacienda Agricola, donc c'est une ferme, d'Alexandre Ruta et en fait, c'est génial parce que, il produit énormément de plantes tinctoriales, énormément, de la garance, de l'indigo, de la réséda, mais aussi, le scottano en français, c'est l'arbre à perruque, c'est le sumac et encore plein d'autres. Donc en fait, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter la Campana Montefiore, oui, c'est ça, dans la région Marche en Italie et vous pouvez vous fournir en nombreuses, plantes tinctoriales. Donc ça, c'est un fournisseur. En termes, de tissus, bah, mes collaborateurs, ils sont beaucoup, en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, il y en a la plupart, il y en a que je commence, à voir aussi en Côte d'Ivoire. Mais, mais il y a aussi un producteur de tissus en Italie que je trouve admirable, qui a relancé la filière du chanvre parce que l'Italie était, le deuxième producteur de chanvre mondial, au 19e, siècle, quelque chose comme ça et donc ils sont à Milan, ça s'appelle Maeko Tessuti
Et du coup, ils font des tissus incroyables en chanvre, mix aussi, chanvre soie, chanvre laine, chanvre Mmh. lin, incroyable. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. Et puis, voilà, il y a des nouveaux partenariats qui se créent, mais je suis un petit peu, comment dire, hem, je perds mes mots, j'aime pas parler des choses qui sont pas encore actées, quoi. D'accord. Je voulais te demander, avec ton point de vue, qui est très, européen, très, très, et aussi Afrique, enfin vraiment très large, est-ce que tu as un recul par rapport à la demande en teinture, végétale, par exemple en Italie? Ou, est-ce que c'est, plus avancé qu'en France? Est-ce que, tu as des notions un peu de la demande, en Europe? Est-ce que c'est en train de prendre? Est-ce que tu as plus de demandes? Comment tu vois les choses avec ton regard beaucoup plus haut que la simple vision France? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et ben c'est compliqué, hein, comme tous les invités, que tu as eus, Mmh. c'est compliqué, hem, je veux dire, il y a une entreprise en Italie qui a envie, de développer, plus de teintures naturelles. C'est, Ratti, au lac de Côme. Je trouve que vraiment c'est une manufacture, qui m'attire beaucoup parce que c'est vraiment entre industrialisation et artisanat, et technique artisanale. Je sais qu'ils font beaucoup de recherche et développement, qui sont intéressés par, des techniques de teinture naturelle qui se passent en Afrique ou en Europe. Donc c'est plutôt bien de voir qu'il y a des grosses, entreprises comme ça qui s'y intéressent, mais c'est quand même assez compliqué. Dès que je rencontre des clients, je travaille qu'avec la teinture naturelle, je veux pas du tout travailler avec du chimique. Et je dois vendre ça, et c'est pas Mmh. facile parce qu'on me dit: «Mais non, mais ça tient pas», ça tient pas, c'est des fausses idées reçues, mais c'est juste qu'on ne connaît pas, et que, bah, je pense qu'il y a une petite propagande qui s'est fait il y a un moment qui continue à à avoir de la force, malheureusement. Donc j'essaye de vendre la teinture naturelle. Bah, je suis contente parce que ça marche. Panafrica, ils se sont lancés dans l'aventure. J'ai plusieurs marques à Milan qui se lancent aussi. Hem et C'est puis, c'est oui? c'est quoi les arguments que tu leur, donnes? Est-ce que tu leur fais des preuves avec enfin, est-ce que tu leur apportes des preuves avec, des outils de mesure ou c'est, comme tu dis, des marques qui se sont lancées et qui y sont allées? Comment tu dans ton argumentaire, est-ce que c'est plutôt des outils que tu vois? Est-ce que c'est plutôt des données ou est-ce que c'est plutôt des preuves par des marques? Comment tu fais, en fait, pour les Il y a aussi convaincre? mon expérience, je veux dire, ça fait quand même, ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même déjà quelques années que je fais de la teinture, naturelle. Donc voilà, enfin, tout passe par le mordançage, finalement. Et en fait, j'essaye d'expliquer à des collaborateurs qui sont pas des artisans, qui sont des commerçants, qui sont des businessmen, pourquoi, une collaboration, la collaboration de l'année, 2015 par exemple, s'est pas bien passé avec la technique du Bogolan ou avec une autre technique, et qu'il y a eu une commande et pas 2. Par exemple, quand je parlais du Bogolan, bah, il n'y a que du tanin. Il n'y a que du tanin, et il y a pas d'alun, de potassium, il y a pas eu, le mordançage est incomplet. Donc j'essaye de parler à mes collaborateurs et de leur expliquer, pourquoi. Et finalement, bah, ils sont plutôt, ils accueillent mes remarques, mes suggestions, et ça, bah, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir avoir des interlocuteurs, qui commencent à me faire confiance, et du coup qui me mettent sur des projets et qui disent: «Bon, bah, on avait un peu mis la teinture naturelle de côté, mais si tu as l'air de savoir ce que tu dis, bah, on va essayer de faire du renforcement de capacité avec des communautés d'artisans pour essayer de promouvoir telle, technique, telle autre technique de teinture naturelle», parce que c'est vrai que c'est des techniques qui sont à haut potentiel, vraiment, heu, autant en termes de matière textile que de couleur, et que ça serait dommage de passer à côté de ça juste Ouais. parce que, des artisans, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Mali,
n'ont pas reçu de formation sur le mordançage. D'accord. Du coup, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'était comment tu transmets, ce que tu apprends et cetera. Donc toi, c'est vraiment via des conseils auprès de tes partenaires, via aussi, la formation dont tu viens de parler. J'ai des petites questions, rapides, à te proposer. Pour toi, qui, sont les personnes inspirantes, et sources d'inspiration en teinture végétale? Hem, il y a beaucoup de personnes, qui que j'admire. Le travail d'Aboubacar Fofana, je le trouve, juste, admirable. Le travail de Betty de Paris, moi je suis fan de Betty de Paris, c'est une personne à chaque fois que je viens sur Paris que je vais, visiter, parce que je me reconnais, pas mal, en elle. J'aimerais bien être une femme comme elle plus tard. Elle a beaucoup de je veux dire, de persévérance, de courage et pareil, elle a ça n'a pas été facile pour elle, d'apprendre ces techniques-là qu'elle a appris au Japon dans, je pense, les fins des années 80 et puis, elle, elle est allée au Japon en allant voir des maîtres teinturiers et en leur demandant, «Est-ce que vous pouvez m'apprendre ça?» Puis ils ont dit: «Non, on n'apprend pas ces techniques à l'étrangère» et puis «Non, on va pas te donner ça» et puis en blague, ils lui ont dit: «Quand tu parleras le japonais, tu reviendras». Et puis, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle est repartie, elle a appris le japonais et puis elle y est retournée, puis elle a tout dit en japonais, puis ils étaient bouche bée, ils ont dit: «Bon, elle a envie, quoi». Donc elle a été formée par des grands maîtres, japonais et puis, c'est impressionnant. Elle est à Paris et elle a plein de cuves d'indigo, de sukumo. On arrive chez elle, c'est embaumé de cette odeur, et voilà, elle est admirable. Il y a peu de gens qui font cette technique-là et voilà, je pense que c'est vraiment Betty m'inspire tellement. D'accord. Qui pour toi fédère aujourd'hui autour de la teinture végétale? Art Découvert. Ah merci, on me l'avait jamais faite celle-là. OK. Est-ce que tu as d'autres? Je trouve pas, enfin, oui, il y a pas mal d'initiatives, qui se sont créées, qui fédèrent, des invités que tu as déjà eus, Colore ton monde, des associations qui font Oui. de la formation, bien sûr, qui fédèrent, j'ai pas encore eu la chance, c'est dans ma to-do list d'aller, faire quelques workshops avec, Michel Garcia, mais c'est une personne, qui a l'air Mmh. d'avoir très bonne qualité en transmission, en pédagogie et qui est accueillant, quoi. Et puis finalement, c'est pas si facile de trouver des bons formateurs, hein. Il y a des gens Ouais. qui veulent pas vous accueillir, qui veulent pas vous révéler leurs Mmh. secrets, qui disent: «Moi, ça m'a mis, tant d'années à devenir maître ou avoir ça, j'ai pas envie de te le donner». Donc Ouais. je dirais que Michel Garcia, oui. Je trouve que, David Santandreux, on s'est eu au téléphone 2 heures une fois, passionnant. J'ai envie Mmh. d'aller au Maroc pour, faire des formations avec lui. Et puis, Ouais, ouais, ouais. sinon, Puis en plus, il a aussi cette notion, David Santandreux, comment on va dire, de plus gros volume, de plus gros, lien avec, l'industrie textile, par exemple. Donc c'est pas mal cette porte ouverte et je rebondis sur Michel Garcia. Tu travaillais beaucoup, et tu affectionnes l'indigo, et Michel, c'est quand même, dans ses épisodes, une de ses fiertés, c'est notamment cette cuve 1, 2, 3, d'indigo qui a fait que, il a proposé des cuves propres, hyper, démocratisées en fait à pas mal de monde et donc je pense que oui, tu serais bien loti de faire une formation avec lui, notamment sur ce sujet-là, ça me voilà, je voulais en écho, je trouvais ça oui, intéressant j'avoue, de le j'ai dire. j'ai vraiment envie de le rencontrer parce qu'il y a des artisans avec qui je travaille au Mali qui m'ont dit: «Mais nous, on connaît Michel Garcia, il est venu au Mali et il a fait un échange, il me semble qu'il a fait une formation». Et j'ai appris ça il y a pas longtemps et je me suis dit: Ah «Mais ouais, c'est bah, ça m'étonne incroyable». pas, il bouge partout, ouais, ouais. Ah bah top! Oui. Et puis O il y a une, je voulais parler
d'un collectif en Italie qui a vu le jour il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle Collettivo Tintura Madre et du coup qui fédère quasiment tous les teinturiers pour la teinture végétale en Italie. Ils créent des événements, des rencontres, des workshops, des expos et vous pouvez les suivre Ouais, sur Instagram. carrément. Donc ça, c'est une belle initiative. Ouais, dont on doit s'inspirer, nous qui sommes un peu en France, un peu moins fédérés, on va dire, dans les constats que font les invités. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Ouais, je voulais rebondir sur vraiment ce que tu fais. C'est vraiment une initiative super pour fédérer tous les gens de cette filière. Ça manquait en fait, donc vraiment merci. Oh bah écoute, c'est gentil. C'est gentil. Alors du coup, dans ces questions, toujours, si tu étais une plante colorante, laquelle tu choisirais, laquelle tu serais et pourquoi? Bah, comme colorant, je serais l'indigo parce que elle pousse à la persévérance, à l'humilité. Vraiment, c'est pas facile, quoi. Elle, elle, hem, elle demande des années de pratique. C'est pas celui qui veut qui peut et Mmh. hem et donc du coup, c'est une couleur qui me plaît, qui me fait du bien, qui est vibrante, qui est profonde et hem et et je sais qu'elle m'accompagnera toujours parce que ça fait quelques années que je suis dessus et en fait, il y a des choses que j'ai toujours pas compris, quoi. Il y a des choses que j'y arrive et puis je me dis: «J'aurais jamais fini de me former là-dessus, quoi, sur Et cette» j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort, c'est que en fait, la teinture végétale, on me dit souvent, ça t'apprend à rester humble parce qu'il y a tellement de techniques, tellement de maîtrise, tellement de sujets. Plus tu creuses, plus il y en a et en fait, tu jamais vraiment fini de te former donc dans ce sens-là, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fibre de prédilection à teinter? Bah, là, à mon niveau, j'expérimente sur pas mal de fibres. J'ai beaucoup expérimenté sur le coton du Mali, mais en fait, durant mon projet de diplôme, j'avais travaillé uniquement avec de la soie et franchement, c'est canon, quoi. Ça Ouais. révèle extrêmement bien les couleurs. La soie sauvage, l'organza, j'adore et finalement le chanvre est quand même une fibre qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle ne demande pas beaucoup d'eau. Donc, je trouve que c'est une fibre très intéressante et quand justement on voit des entreprises comme Maeko qui arrivent à faire des mélanges et surtout, j'ai des voiles de chanvre qui sont super fins, super délicats, super légers. Je trouve que le chanvre est une fibre à haut potentiel. D'accord, bah, je sais pas J'ai si tu as entendu, mais il y a l'épisode de Mathieu Ebessen là qui est sorti, je crois que c'était samedi, sur, justement la filière chanvre, en France qui est en train de redémarrer en Occitanie et en fait, il parlait de toutes les particularités agronomiques du chanvre, toutes ses utilisations et cetera et le retour du chanvre dans la mode et cet épisode était, très intéressant et du coup, je pense ouvrir à d'autres, fabricants de fibres naturelles parce qu'en fait, je pense que il faut vraiment, inclure, les fibres dans la couleur végétale parce que sans ces fibres, en fait, il y a pas de textile, en teinture végétale donc oui, je suis complètement raccord avec toi sur le chanvre. Est-ce que Maïté, tu as des livres que tu voudrais nous recommander, qui t'ont aidé, inspiré, ou guidé, dans ton parcours? Oui, bah alors, comme tous les autres invités, je vais parler du monde des teintures naturelles de Dominique Cardon. Non, je voulais juste, dire une chose sur Dominique Cardon, que vraiment, c'est une personne, incroyable, qui fait un travail incroyable parce que dans mes recherches, dans les recherches que je fais sur les techniques traditionnelles, d'Afrique de l'Ouest. Là, je travaille sur un projet pour le Bénin et quand je dois choisir les plantes tinctoriales, bah, les documents qui sont en libre accès, sur le net, qui sont sur des sujets super précis, bah, c'est Dominique Cardon, quoi. Donc merci beaucoup. C'est des recherches incroyables, auxquelles on peut avoir accès et donc merci Dominique. Sinon, en livre, oui, bah, il y a, pour vraiment approfondir des techniques de shibori, parce que j'en ai beaucoup parlé.
il y a le livre de Jan Callender qui s'appelle Nui Shibori, Technique, Innovation, Motif, Design, avec vraiment beaucoup de protocoles dessinés. Voilà, donc c'est comme une notice. Il y a les photos des productions, il y a des recettes. Bon, elle fait pas trop de la teinture naturelle, mais je veux dire que sur les techniques de motifs, c'est quand même super intéressant. Et puis, ça nous permet, avec ce livre-là, de comprendre vraiment les bases et de transposer ces techniques dans notre propre univers graphique, avec nos propres outils. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un livre que je conseille. Il y avait un livre que je t'avais conseillé il y a quelques mois que j'ai commencé à lire et qui est super, de François Jarrigue et Thomas Leroux, qui s'appelle La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel. Et en fait, ça met un peu une petite piqûre de rappel pour dire qu'à l'époque, parce qu'il y a un gros focus sur les industries artisanales de tannage. Et pas que, mais bon, beaucoup des teintures naturelles, et qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on fait de la teinture naturelle que les déchets organiques qu'on génère doivent être jetés n'importe comment dans la nature et qu'ils ne peuvent pas impacter les écosystèmes. Donc, il faut vraiment... parce qu'on lit vraiment de tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. Maintenant, c'est devenu un outil de marketing énorme de faire de la teinture naturelle et tout. Mais en fait, on ne pense pas au rejet. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe de savoir comment Ah, bah, tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, quand on se lance et puis après, on jette tout dans l'évier sans se rendre compte, sans réfléchir. Et donc, non, tu as raison de bien le rappeler, le recyclage des bains, de reneutraliser le pH, de faire attention à ce qu'on rejette, attention à pas propager des variétés envahissantes. C'est ce qu'explique Marie Marquet dans son épisode en disant, bah oui, vous faites votre teinture, mais si vous rejetez les fruits dans votre compost, bah en fait, vous faites pas attention et vous faites plus de mal, entre guillemets, que de bien. Donc, c'est très intéressant et c'est très important de le rappeler. J'avais... Ah, pardon, excuse-moi. Lui, alors, par contre, c'est une découverte. C'est un livre que j'ai en italien, que j'ai découvert dans une petite librairie de Liguria. Et en fait, c'est c'est le manuscrit d'un anonyme du XVIIe siècle. C'est un livre un manuscrit qui a été retrouvé. Ça s'appelle donc Trattato dei colori, l'opera secreta. Donc, c'est Traité des couleurs, l'œuvre secrète. Et en fait, c'est des recettes antiques de couleurs, de peinture et de teinture avec toutes les plantes du bassin méditerranéen. Donc, avec l'isatis, la garance, le pastel, la garance, la réséda. Et donc, je suis en train de le lire et je trouve ça incroyable. En plus d'un anonyme qui nous allait... Bah ouais, c'est clair. Il laisse des infos, mais il n'a pas donné, il a pas donné son nom. Ok, super. Et ben alors, du coup, ma dernière question, Maïté, c'est à qui tu aimerais que j'aille passer le micro pour recueillir le témoignage de la personne que tu souhaiteras nommer? Sans aucun doute, Betty de Paris. J'avais cru comprendre, mais ok. Bah écoute, avec plaisir, parce que je te dis, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé et j'avoue que c'est beaucoup de boulot le podcast et j'avoue, j'arrive pas à toujours suivre toutes les listes de personnes qu'on me recommande, mais je vais contacter Betty de Paris. Écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, un mot de la fin, ou est-ce que c'est bon pour toi? Je ne saurais pas quoi dire. Juste merci beaucoup pour ce moment et merci pour ce que tu fais. C'est super. Bah écoute, c'est sympa de le dire. Bon, bah écoute, je coupe là. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.
Finally, there are towers on.